Merci de votre fidélité à Télésud et bienvenue dans cette édition de l'Ancien Jour dans laquelle je reçois M. Bernard Oudin, conseiller spécial de Laurent Gbagbo, qui se trouve à la Cour pénale internationale actuellement. Malheureusement, bonjour M. Camaillou. Bonjour. Est-ce que le fait d'avoir repoussé l'audience de confirmation de charge en août semble pour vous un bon signe pour la suite du procès? Écoutez, je vais le faire sur le plan strictement de la technique juridique. La demande de report a été formulée par la défense du président. C'était une requête. Si la défense l'a formulée, c'est que le président la souhaitait. Le procureur qui vient de quitter la cour, M. Ocampo, s'était opposé par écrit auprès de la juge. La juge a examiné la requête, a examiné les attendus du procureur et a décidé du report. Si je comprends bien, elle a accédé à la requête de la défense. Donc c'est un premier point pour le président. Donc, du côté de l'accusation, on estime que c'est parce que les charges sont suffisamment lourdes et que la défense a besoin de davantage de temps. Le problème n'est pas de savoir si les charges sont lourdes. Le problème, c'est de savoir si le procureur avait terminé son enquête à charge. S'il voulait que la séance ait lieu le 18 juin, ça prouvait qu'il tenait à ce qu'il avait décidé qu'il avait clos son enquête, entre guillemets. Nous avions besoin peut-être d'un peu de temps, mais aussi on voulait tester la position entre le juge et le procureur. On a une première réponse et on a maintenant une deuxième possibilité qui est une requête qui a également été déposée, qui est la liberté provisoire qui peut être accordée de façon tout à fait réglementaire dans le cadre de la procédure de la CPI. Et le procureur ne peut pas s'opposer dans la mesure où, ayant déjà été opposant à la première requête, il avait clos son enquête. Donc, si son enquête est close, il n'a pas besoin d'avoir Monsieur le Président Gbagbo dans les liens de la détention. Vous savez, comme dans un procès, quand il y a des gens qui sont en détention provisoire, on accède parfois à la mise en liberté provisoire en attendant le procès. On est dans ce cas de figure. Et il est tout à fait raisonnable de penser que le Président pourrait entrer dans ce cas de figure. Après, il peut y avoir un aspect politique des choses. Mais si on reste dans le respect du droit, la parole est entre les mains de Madame la juge unique de la Chambre préliminaire. Et on attend. Et s'il y a liberté provisoire, il irait où? Parce qu'on a entendu parler cette semaine d'un transfèrement vers l'Ouganda. Oui, j'ai reçu même hier des emails. Le président était en train de voler vers l'Ouganda. Au même moment où je recevais des emails, j'étais en contact téléphonique avec une personne qui sortait d'une audience avec le président au cours d'une visite à la Cour pénale. Donc vous voyez qu'il faut avoir raison garder. Maintenant, dans le cadre de la Cour pénale, il y a effectivement un pays qui doit être le pays d'accueil, qui accepte un certain nombre de règles. C'est ce qui avait empêché d'ailleurs M. Bemba d'être finalement mis en liberté provisoire à l'époque, c'est que tout n'était pas respecté. Dans le cas de figure, tout l'est. Bon, maintenant, le pays d'accueil, c'est celui qui aura formulé. Donc, je ne suis pas là pour spéculer sur tel ou tel pays. D'accord. Donc, s'il y a liberté provisoire, il n'ira pas en Côte d'Ivoire, dans tous les cas. Oui, c'est évident, pour 1000 raisons. C'est clair. Ça, d'abord, c'est pas en Côte d'Ivoire. Ça poserait d'autres problèmes qu'on verra plus tard. D'accord. Et maintenant, sur la manière dont le président Gbagbo lui-même prépare sa défense, prépare cette audience de confirmation de charge, il vous semble offensif, ou alors a-t-il l'impression que tout est joué d'avance? Non, rien n'est joué. Alors, si vous prenez l'histoire de la vie du président Gbagbo, rien n'est joué. C'est la vie du président Gbagbo s'identifie à l'histoire du pays. Il est passé par, comme il disait lui-même il y a très longtemps, on va du palais à la prison et de la prison au palais. Peut-être que dans une période à déterminer, il aura encore un parcours à faire dans ce sens-là. Non, le président est un homme déterminé. D'abord, il est sûr de son bon droit. Et les gens qui sont autour de lui sont sûrs de leur bon droit. Je rentre lundi d'une manifestation qui s'est déroulée à La Haye. Malgré le report, les Ivoiriens ont voulu marquer le coup et on avait décidé de maintenir la manifestation. Que vous ayez un lundi matin dans la brume d'un printemps qui a du mal à se terminer, au milieu de plein centre-ville de La Haye, plusieurs milliers d'Ivoiriens qui viennent passer leur journée après avoir passé une nuit de quart en sachant qu'ils vont encore rentrer dans la nuit dans tous les coins d'Europe et même aux États-Unis ou au Canada, ça démontre une ferveur, une volonté, une détermination qui ne se dément pas jour après jour. Et tout ça, c'est parce que on est dans le sens de la vérité. Vous ne pouvez pas vous mobiliser longtemps si vous défendez le mensonge. Et là, les gens savent qu'ils sont dans leur bon droit, et le président l'est aussi. Et il nous a passé le message, tant que vous tiendrez, je tiendrai. D'accord. Et tout est là. D'accord. Est-ce qu'il reste encore maître du jeu auprès de toutes les personnes qui lui étaient fidèles? Est-ce qu'il garde
une certaine sorte de magistère sur... je pense que le président est la clé de la solution en Côte d'Ivoire. Parce que si on voit la position de la Côte d'Ivoire aujourd'hui, c'est un pays qui se délite de jour en jour. On nous avait dit le 12 avril 2011, et je crois que j'étais dans votre studio, M. Fillon avait dit à l'Assemblée nationale « Nous sommes fiers que l'armée française ait permis le retour de la démocratie au Côte d'Ivoire ». Qu'en est-il aujourd'hui ? Un pays totalement déchiré, mais où de l'autre côté, ne fonctionne pas. Le régime Ouattara lui aussi dit que le régime est en difficulté, non pas pour toutes ces raisons-là, mais parce que le président Gbagbo continue d'alimenter des thèses de complot, de coup d'État. Le président Gbagbo ne peut ni de près ni de loin alimenter une thèse de complot ou de quoi que ce soit. Le président Gbagbo a passé sa vie à faire de la politique au sens noble du terme. C'est le défenseur de la démocratie, c'est le père de la démocratie, la véritable démocratie en Côte d'Ivoire, c'est le père des élections. C'est lent. Il n'a vécu que pour ça. Il a été volé. Pourtant, on lui impute, s'il est à la Cour pénale internationale aujourd'hui, c'est qu'on lui impute non seulement... Non, en Cour pénale internationale, je crois qu'on lui impute d'être de façon collatérale l'auteur ou co-auteur de meurtres sur des civils, de violences sexuelles et autres balivernes qu'il faudra chasser le moment venu. Le président Gbagbo n'a jamais été, et d'ailleurs je profite de l'occasion pour dire, puisque vous êtes très écouté en Afrique, le président Gbagbo, ni de près ni de loin, ne va supporter des éléments armés qui voudraient reprendre le pouvoir en Côte d'Ivoire. Et ce que l'on a vu l'autre jour avec la séance d'aveux, les aveux de Lida Kouassi, qui a d'ailleurs été enlevé de façon extrajudiciaire au Togo, puisqu'il n'existe même pas de convention d'extradition entre le Togo et la Côte d'Ivoire, c'est déjà un premier point, et qui s'est présenté à la télévision dans un mauvais remake d'un film de Costa Gavras, vous savez, l'aveu, le gars qui est là, à qui on fait dire un peu n'importe quoi, et ensuite le ministre Bakayoko venir nous débiter une information qui était celle d'un document d'une société de communication qui travaillait sur l'image du président en mai-juin 2011, donc qui n'a aucun rapport avec un problème de coup d'État. C'est mal entretenir la volonté de réconciliation qui, je pense, chez les gens honnêtes et soucieux de l'avenir, sont dans les deux camps. D'accord. Parce que ce que le ministre Bakayoko et ce que le régime, le gouvernement ivoirien aujourd'hui dit, c'est qu'ils ont beaucoup plus d'éléments qu'ils n'en ont montré. Donc là, ce n'était que la partie visible des faisceaux de culpabilité qui convergeaient vers le camp Gbagbo. Oui, mais vous savez, il y a une expression française qui dit « quand on veut tuer son chien, on dit qu'il a la rage ». Les jusqu'au-boutistes du régime Ouattara vont tout faire pour se maintenir au pouvoir. Avec les pires choses. Aujourd'hui, on a la moitié des hommes politiques ivoiriennes qui sont en prison dans différentes régions du Nord, ou ceux qui sont en exil. Ceux qui sont en Côte d'Ivoire sont obligés de compter leurs mots ou leurs écrits chaque jour, les journaux. Et c'est pas moi qui le dis, c'est l'ambassadeur américain, c'est M. Konders, le représentant de l'ONUCI, qui le dit tous les jours. On n'est pas dans le sens de la réconciliation. Il faut apaiser les actes, apaiser les mots et faire en sorte que les gens se rapprochent et discutent. Le motto historique de Gbagbo, c'est « asseyons-nous et discutons ». Mais pourtant, on a une commission en dialogue, vérité et réconciliation qui a été installée pour faire ce travail de réconciliation entre les Ivoiriens, pour remettre les Ivoiriens autour d'une table. Il ne faut pas simplement mettre des mots, tomber dans une espèce de logomachie pour penser que ça va arriver. Moi, j'ai deux exemples. La commission de réconciliation sous Mandela en Afrique du Sud, qui est l'exemple absolu, parce que là, nous avions une fracture dans le pays qui était sans commune mesure avec ce qu'on voit en Côte d'Ivoire. Tout le monde peut en témoigner. Et une deuxième aussi, qui est arrivée en Côte d'Ivoire. En 2001, le président Gbagbo a fait une commission de réconciliation. Mais cette commission, il l'a fait présider par un opposant, puisque M. Seydou Diarra est devenu, quelques mois plus tard, le premier ministre de l'après-Marcoussi, donc représentant de l'opposition. Il a fait venir le président Bédié, qui était en exil. Il a fait revenir M. Ouattara, qui était plutôt en France qu'à Abidjan. Il a fait revenir le général Gueye, qui s'était réfugié à Biancouma, dans son village. Et il a fait une espèce de catharsis générale qui a débouché sur un gouvernement d'union nationale. Parce que le 19 septembre 2002, il faut rappeler qu'il y avait 9 ministres issus de ce qu'on appelle aujourd'hui le RHDP.
Donc on ne peut pas dire que le coup d'État de 2002 était une espèce de soupape de sécurité pour sauver la démocratie en Côte d'Ivoire. La démocratie existait bien avant. D'accord. Mais ce passé-là ne peut pas occulter le fait qu'aujourd'hui, il y a de grosses difficultés et que des soupçons très lourds pèsent sur le camp de Laurent Gbagbo, puisque toutes les menaces viennent du sud-ouest, avec le Libéria voisin, avec le Ghana ou le Togo, qui sont également des voisins, et d'où partent souvent ce que le gouvernement ivoirien considère comme des mouvements de déstabilisation. D'abord, il faut revenir au début, c'est-à-dire cette crise post-électorale. Le temps commence à venir où les gens s'aperçoivent que c'était, comme a dit un proche du président Hollande, c'était pas tout à fait ça. Donc aujourd'hui, il va y avoir une espèce d'audit de cette situation et on va voir qui a fait quoi et pourquoi. Ça, c'est un premier point. Le deuxième point, c'est qu'il existait dans la coalition hétéroclite qui a poussé M. Ouattara jusqu'au pouvoir, sous l'égide de l'armée française et de la volonté du président qui a quitté le pouvoir en France le 6 mai. Nicolas Sarkozy, pour ne pas le nommer. Le président sorti, parce qu'il était sortant, et là, il est vraiment sorti. Tout ça, il y a eu des grands groupes armés qui sont venus de plusieurs pays de la sous-région. Et aujourd'hui, dans l'Ouest, il est manifeste qu'il reste certains groupes. Et dans l'Ouest, je suis à peu près certain que ce qui était arrivé à ces pauvres casques bleus nigériens et aux populations de Taï, c'est le groupe qui appartient à un certain Amédée Ourémi, qui tient la zone qu'on appelle la zone du Mont Péco et qui se répand dans la sous-région. Une sous-région qui a toujours été instable depuis très longtemps. Le président Gbagbo me disait l'autre jour à La Haye que c'était une des raisons pour lesquelles, et j'ai mieux compris quand il m'a dit ça, une des raisons pour lesquelles il a fait adhérer à la Côte d'Ivoire à l'union du fleuve Mano. Parce que la Côte d'Ivoire, ni de près ni de loin, touche le fleuve Mano. Mais ça lui permettait d'entrer dans la discussion avec les autres chefs d'État africains de cette sous-région, et ça lui permettait d'acquérir un certain nombre d'informations sur ce problème-là, parce que vous avez la forêt libérienne, et vous avez aussi ce qu'on appelle la Guinée forestière, la zone de Nzérékoré, qui a posé toujours beaucoup de problèmes, même à la Sana-Conté à l'époque. Donc on est là dans une zone qui est difficile, et qui a en plus été alimentée, si je puis dire, par les remugles de la situation post-crise électorale de 2011 en Côte d'Ivoire. Donc, Laurent Gbagbo et le FPI, ainsi que l'ancienne majorité présidentielle, n'ont rien à se reprocher pour ce qui concerne... Ni de près, ni de loin, le président Gbagbo, à avoir dans ces choses-là. Et là, je pense qu'on a plutôt un début de règlement de compte interne, parce que tout le monde sait aujourd'hui que le président Ouattara et M. Soro divergent actuellement, que Soro est plutôt proche de Compaoré. Voyez la situation au Mali, les oppositions qu'il peut y avoir. Je pense que dans la sous-région, il y a tout un tas de mouvements de plaques tectoniques, si on peut parler ainsi, et il y a des tremblements qui se préparent. Merci beaucoup, Monsieur Bernard Oudin. Je rappelle que vous êtes conseiller spécial du président Laurent Gbagbo et que vous êtes aussi l'un des représentants de son porte-parole en Europe. Tout à fait. Merci de votre invitation et à bientôt. Merci. Et merci à vous d'avoir suivi l'émission jusqu'à son terme. Rendez-vous demain, puis notre édition de l'Antenne du jour. À bientôt.